Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans ce avant-dernier Interphone Innovtalks. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle ère du travail. Pendant que les gens se connectent encore, on va faire les petites présentations. Donc, ce webinaire est proposé par Interphone en collaboration avec l'Infopôle. Donc, moi, c'est Laura Dvorak, je suis marketing manager chez Interphone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Interphone, c'est un opérateur 100% dédié aux entreprises et nous avons des offres en centre téléphonique, en téléphonie mobile et aussi en connexion Internet professionnelle. Donc, voilà, je vais laisser Céline se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Céline Parenté, HR et Project Coordinatrice à l'Infopôle. Donc l'Infopôle, c'est le cluster du secteur numérique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et donc, comme l'a dit Laura, aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité de pouvoir participer et d'animer donc un webinaire sur les nouvelles manières de travailler. Et donc, pour ça, on va laisser Monsieur Michel Hazen, donc professeur en management de l'organisation et de l'innovation de l'UNAMUR, de se présenter. Bonjour Michel. Bonjour, tout d'abord merci à vous deux pour l'organisation de ce webinaire et pour l'animation déjà, et merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été données. Donc, je suis professeur en management des organisations et de l'innovation à l'université de Namur au sein du département de management. Et voilà, comme le thème de ce webinaire l'indique, ce qui m'intéresse particulièrement sont les nouvelles formes d'organisation du travail, avec l'intérêt que quand il y a nouveau devant, il y a toujours des nouvelles choses à étudier, et donc on ne s'ennuie pas de ce côté-là. Et en particulier par rapport à ces nouvelles formes d'organisation du travail, ce qui m'intéresse, c'est les implications que cela a en termes de relations sociales au travail, de communauté de travail, de rapport au travail, et puis finalement, comment une entreprise est-elle encore un collectif dans cette nouvelle ère dont on va parler. Super, un beau programme. Peut-être avant de commencer, dire à nos participants. Alors, si vous avez pendant le webinaire une question qui vous vient, vous pouvez toujours la poser dans la petite rubrique questions et réponses en bas de votre écran. Et on y répondra à la fin du webinaire pendant la session questions-réponses. Voilà. Super. Donc, Michel, comme vous l'avez dit, vous avez suivi de près donc les transformations majeures dans le monde du travail ces dernières années. Peut-être pour commencer et pour poser le cadre, pourriez-vous nous donner une vue un peu d'ensemble sur ces grandes tendances structurelles? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, donc je vais essayer d'être synthétique. Je pense qu'on peut les structurer autour de 3 niveaux déjà. Il y a tout d'abord au niveau sociétal. Vraiment, au niveau macro, ce qu'on voit, c'est que on est dans un monde de plus en plus globalisé, qu'il y a une réelle financiarisation de l'économie et donc par effet ricochet aussi de financiarisation du management. On en reparlera plus tard. On voit qu'il y a aussi un choc démographique. On voit qu'il y a des questions qui se posent autour des migrations aussi ces dernières années. Et aussi plus largement, ce que l'on voit, c'est au niveau sociétal une forme d'individualisation qui dépasse finalement la sphère de l'entreprise, mais qu'on va aussi retrouver au niveau de l'entreprise. Donc ça, ce serait un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est le niveau plus organisationnel ou managérial. Là, on sort du marché, on va au niveau de l'entreprise. Et là, ce que l'on voit, c'est que les frontières de l'entreprise deviennent de plus en plus poreuses, notamment grâce aux technologies, grâce à des pratiques de flexibilité comme le travail hybride. Et ceci, dans un cadre plus large dont je viens de parler au niveau sociétal, ça amène aussi des questions d'invisibilisation du travail, du travailleur dès lors, et ça pose des questions de responsabilité par rapport à son emploi, par rapport à son travail, et par conséquent aussi de la question de l'employabilité. On entend toujours dans un monde qui change, comment on reste employable. Ça, c'est des vraies questions qui se posent au niveau des entreprises. Et puis, je dirais, toujours de manière assez succincte, le troisième niveau, on descend encore d'un échelon au niveau plus individuel. Alors, ces dernières décennies, on a beaucoup parlé de la question des générations. C'est certainement un élément à prendre en considération, mais plus récemment, ce que l'on voit surtout, c'est une question d'une évolution
en tout cas une supposition qu'il y a une évolution des attentes et du rapport au travail. Et donc, quand on pense les évolutions du travail, eh bien, il faut prendre ces 3 niveaux en considération pour bien comprendre aussi les interrelations entre ces niveaux. C'est parce qu'il y a financiarisation, par exemple, de l'économie, que l'on va voir des formes d'invisibilisation au niveau organisationnel et des nouvelles formes d'organisation du travail apparaître, et en corollaire et aussi parfois en réponse, hein, c'est pas aussi mécanique que ça, c'est beaucoup plus dynamique, ben on va voir des nouvelles attentes apparaître au niveau des travailleurs. Un premier élément au niveau des grandes transformations qu'on peut voir récemment. Ok. Si on s'attarde un petit peu donc sur le télétravail ou le travail hybride, on peut remarquer que aux États-Unis, il y a beaucoup de sociétés qui, comme Amazon et Tesla, qui essayent de ramener leurs collaborateurs au bureau, donc de laisser un peu de côté le télétravail. Est-ce qu'on remarque cette même tendance ici en Europe ou en Belgique, tout simplement? Bon, cette question du retour au bureau, enfin du télétravail déjà, je pense qu'il faut d'abord penser la question du télétravail. C'est de longue date une question qui cristallise en fait. Hein, et c'est assez récurrent quand il y a des nouvelles pratiques de flexibilité et des nouvelles technologies qui apparaissent. C'était le télétravail hier, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit qu'il y a souvent le camp des euphoriques par rapport à ça, hein, un extrême, de l'autre côté, les alarmistes par rapport aux implications que ça peut avoir. Et finalement, il n'a pas fallu attendre cette question du retour au travail qui est très contemporaine pour voir déjà cette question émerger. Et aux États-Unis, hein, pour répondre à votre question, dans les années 2000-2010, hein, il y avait l'entreprise Yahoo, hein, vous connaissez cette entreprise dans la Silicon Valley, bien connue pour son empreinte sur les questions technologiques et pour les questions d'innovation. Eh bien, Yahoo s'est rendu compte à un moment donné que l'entreprise fonctionnait bien, qu'ils avaient une certaine maturité au niveau de leurs travailleurs, des travailleurs qui venaient d'un peu partout dans le pays. Hein. On sait bien, les distances ne sont pas les mêmes là-bas que chez nous. Et puis, ils ont pris la décision de renvoyer tout le monde dans leur domicile. On n'a plus besoin d'avoir tout le monde au bureau. On était dans les années 2010, donc bien avant la crise, bien avant votre question du retour au travail. Eh ben, il n'a pas fallu 2 ans pour que la CIO se rende compte que ça ne fonctionnait plus. Une entreprise qui fonctionnait bien ne fonctionne plus parce que les gens ne sont plus en présence. Et c'était particulièrement criant au niveau de l'innovation. Et on est dans une entreprise d'innovation, donc là, on a un gros problème. Eh bien, 2 ans plus tard, tout le monde a été rappelé au bureau. Donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas quelque chose de nouveau en tant que tel. Il y a déjà eu des expérimentations. Yahoo est un exemple. Il y a peut-être d'autres exemples plus heureux. Mais je pense qu'il faut laisser ça aussi dans un contexte américain où les distances sont différentes que les distances chez nous. La culture managériale est très différente. Et on sait bien, comparaison n'est pas raison. Quand on regarde un petit peu les études sur le sujet, on voit qu'il y a potentiellement quelques facteurs explicatifs par rapport au fait que les gens ne veulent plus ou ne voudraient plus revenir au bureau. Parce qu'on peut prendre la question sous cet angle-là. On peut prendre la question de l'employeur et se dire il faut faire revenir les gens. On peut prendre la question de pourquoi ils ne veulent plus revenir. Il y a 2 éléments pour comprendre ça potentiellement. Le premier, c'est la crise Covid. Je pense que beaucoup d'entre nous avons fait l'expérience de ce que ça pouvait amener aussi de rapatrier de manière plus importante le travail, au domicile. Et donc, il y a une forme de révélation et de se dire, ça, je ne veux pas le perdre. C'est presque une forme d'acquis. Hein. Deuxième chose, c'est que déjà avant la crise et pendant la crise, on a mis en place ce qu'on appelle les New Ways of Working de manière assez abondante dans beaucoup d'organisations et notamment dans les grosses structures. Donc, c'est important ce que je dis dans les grosses structures parce que j'ai le sentiment aussi que c'est une question qui se pose peut-être davantage dans les grosses structures aujourd'hui. Mais je serais curieux de voir aussi ce qui se passe dans les PME par rapport à ça. Alors, le fait d'avoir mis en place de manière abondante ces New Ways of Working, ça veut dire quoi? Eh bien, on a plein d'exemples d'entreprises en Belgique qui, pendant la crise, alors même qu'on ne savait pas encore ce qu'il allait advenir d'un potentiel décloisonnement, d'un potentiel retour au travail, on fait le pari, ou en tout cas sont partis de l'hypothèse que ça marche de travailler à distance, et donc on va aller vers plus de télétravail demain, et donc
on a une opportunité, notamment pour réduire nos espaces de travail. Et on peut bien penser à des sièges de grosses entreprises dans nos grosses villes en Belgique et notamment à Bruxelles. On sait bien que le coût de l'espace et du mètre carré est extrêmement cher et donc il y avait vraiment une opportunité pour ces entreprises. Eh bien, elles ont aussi créé, en faisant ça, en allant parfois un peu trop vite, elles ont aussi créé les conditions d'un bureau où on n'a plus nécessairement envie d'aller, d'un bureau où il faut parfois se battre pour trouver une place. Parfois, on n'a plus son espace à soi. Parfois, c'est devenu trop bruyant. Parfois, c'est aller au bureau pour finalement quand même faire des réunions Teams avec des autres qui sont ailleurs. Et donc, on a aussi créé un peu les conditions systémiques qui font que potentiellement, il y a là des raisons pour lesquelles les gens n'ont plus envie de retourner. De retourner au bureau, je pense qu'il faut prendre aussi, enfin, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Quand on parle du retour au bureau, on n'est pas dans une situation dichotomique où les gens sont en full télétravail ou sont full-time au bureau. On est souvent dans des situations intermédiaires. La question qui se pose, c'est peut-être que la fréquence actuelle, qui peut aller de 2 à 4 jours, hein, souvent on voit ça, mais peut-être est un peu trop importante. Et c'est ça la question qui se pose. C'est quelle est finalement la bonne articulation entre présence et distance. Oui, tout à fait. Et j'ai plusieurs questions qui me viennent par rapport à toutes les informations que vous venez de donner. Mais peut-être justement par rapport aux attentes des employés. Voilà, vous l'avez dit, c'est fort différent. Mais aujourd'hui, que ce soit une grosse structure ou alors peut-être une plus petite, une PME, etc., elle doit s'attendre à quoi? Et finalement, c'est quoi les vraies attentes des travailleurs aujourd'hui pour justement avoir envie peut-être de revenir davantage au bureau ou alors, même en travail hybride et en télétravail, de continuer à favoriser aussi la collaboration pour maintenir l'innovation et vraiment des relations de travail efficaces. Alors, vous l'avez dit lorsqu'on a préparé le webinaire, vous n'êtes pas consultant et vous laissez le travail de conseil, etc., aux consultants. Mais voilà, par rapport à justement toutes vos recherches et toutes les études, etc., et les constats que vous avez pu faire, quel est votre avis sur cette question-là? Ok. La question est importante et implicitement, vous faites en fait le lien entre le télétravail et la question des attentes au travail. Finalement, comment le télétravail aurait, ou alors l'expérience de télétravail intensif pendant la crise aurait modifié les attentes. Alors, certainement, il y a une part d'explication de ce côté-là, mais il serait faux aussi de tout mettre sur le dos du télétravail, hein, ce pauvre télétravail finalement, parce que le télétravail existait déjà avant et il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer ce changement dans les attentes. Des phénomènes que j'ai un peu déjà énoncés, hein, quand on parle de financiarisation de l'économie, d'invisibilisation du travail, etc., ça pèse et à un moment donné, il y a une prise de conscience de ces éléments-là, de parfois le côté un peu dur du travail et de la vie en organisation. Et il y a par ailleurs, ça on peut l'observer depuis 10, 15, peut-être 20 années maintenant, on sort un peu d'une période où on a beaucoup mis l'emphase sur le bonheur au travail, sur l'expérience collaborateur, sur toute une série de mesures qui vont vous faire penser finalement, et quand je dis vous faire penser, je ne dis pas qu'il y avait une manipulation là derrière, je pense qu'il y a des très bonnes intentions, mais qui visent peu ou prou à s'occuper de la personne, simplement. On va individualiser les plans par des plans cafétéria, hein, donc même la rémunération. On va individualiser la question du télétravail, on va individualiser la question du bien-être, on va individualiser la question de la conciliation vie privée et professionnelle. Et finalement, il y a là un écran de fumée que l'organisation va prendre soin de vous. Or, ce que j'ai discuté juste avant montre que potentiellement, là, il y a eu un gros désenchantement, une grosse désillusion de la part de nombreux travailleurs quant aux promesses, parfois implicites, mais parfois très explicites, hein, quand on avait des personnes en charge du bonheur dans l'entreprise, c'est assez explicite. Finalement, on s'attend à du bonheur, on nous promet du bonheur, et puis on n'y est pas nécessairement. Là, ça peut créer aussi une forme de désenchantement par rapport à ça. Et donc,
les attentes, potentiellement, ont pu évoluer par rapport à ces constats-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la question des attentes par rapport au travail apparaît comme quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais néanmoins, déjà dans les années 2000-2010, certains travaux montraient qu'en Europe, la valeur travail n'est pas la première valeur pour les travailleurs européens. C'est la seconde valeur. La première valeur, c'est le travail, la famille, la sphère privée. Aujourd'hui, on prend conscience de ça, mais c'était déjà le cas il y a 15-20 ans. Donc là aussi, un peu de recul par rapport à ça. Alors, qu'attendent les travailleurs aujourd'hui? Ce serait formidable si j'avais une liste de bonnes pratiques à vous vendre. Je la vendrai d'ailleurs. Dire à coup sûr pour tous les travailleurs, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, vous mettez ça en place, c'est bingo, vous allez répondre à leurs attentes. On a tellement individualisé les choses que c'est difficile aussi de répondre quelles sont les attentes de manière générale. Il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études, on en voit passer tous les jours, certaines très sérieuses, certaines un peu moins. Il suffit d'ouvrir votre fil LinkedIn, vous allez avoir 10 bonnes recommandations pour attirer, retenir des talents. Parfois, on se demande un peu la méthodologie qu'il y a là derrière. Donc, il y a plein de choses qui existent. Comment comprendre, comment connaître les attentes des personnes? Peut-être leur poser la question, tout simplement. Ça peut être une manière de faire. Deuxième chose, c'est de voir aussi plus collectivement quelles sont les attentes des personnes, pas d'une personne, et comment on peut harmoniser ça. Ça, c'est peut-être aussi un élément sur lequel on peut travailler. Il y a néanmoins d'autres variables qui reviennent un peu plus souvent et qui sont à prendre en considération. Parce que je vous disais que je n'allais pas vous sortir une liste de recettes avec la liste des bonnes pratiques, mais il y a quand même des choses qui ressortent plus récemment dans des études sérieuses qui ont été menées. C'est qu'au niveau des attentes des travailleurs, ils attendent justement un management bienveillant. Un management ou une organisation où on va retrouver des formes de reconnaissance qui ne sont pas uniquement financières, on s'entend. Un management de qualité, un contenu du travail challengeant, de l'autonomie, de l'équilibre privé-pro, ça c'est un incontournable, on le sait bien, de la flexibilité, on le sait aussi. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est pas tant de voir quel est le top 5, c'est plutôt de voir où est la question du salaire par rapport à ça. Elle n'est pas dans le top 10. Et ça, c'est intéressant. C'est que souvent, on s'est dit, les jeunes, ils viennent pour l'argent. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, en plus, caricaturer une catégorie de personnes en fonction de leur âge et dire c'est ça dont ils ont besoin, c'est peut-être passer à côté de plein d'autres informations. Quand on prend, et c'est en plus, c'est mettre le focus sur une génération alors qu'il y a plein d'autres générations au travail. Et quand on gère une entreprise, on doit gérer un ensemble. Et donc, il faut essayer d'identifier les facteurs les plus communs qui vont permettre d'assurer aussi une forme d'équité, qui est un autre critère que les personnes recherchent en entreprise, en allant identifier des éléments communs auxquels on va pouvoir répondre et donc qui vont répondre à leur travail. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on attend? Un, c'est de la bienveillance, un management de qualité, c'est de la reconnaissance, c'est effectivement de la flexibilité, de la conciliation privée-pro, c'est un métier où on va être challengé avec un contenu intéressant, mais c'est aussi un endroit où on va pouvoir s'intéresser à ce que moi, j'ai comme attente et finalement, qu'est-ce que les autres aussi ont comme attente et comment on va pouvoir répondre collectivement à ces enjeux d'attente. Ok. Donc, vous parliez d'individualisation et donc, du coup, ça me fait penser que justement, de nombreuses sociétés veulent faire revenir leurs employés en présentiel. Est-ce que ça ne représente pas quelque part un risque pour la cohésion d'équipe selon vous, que tout le monde revienne? Est-ce que ça peut être facile que tout le monde reparte sur un travail en équipe après avoir été chacun chez eux? Alors, c'est une excellente question. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On a bien montré que ça marchait finalement. On en a tous fait l'expérience.
Et certaines entreprises, certains travailleurs, au regard des spécificités du secteur, des spécificités du métier, sont restés dans des modalités relativement proches, finalement, d'un télétravail full-time. Et ça semble bien fonctionner. Donc, de ce côté-là, on peut se dire ça fonctionne et donc productivité, cohésion, faut pas s'en inquiéter. Néanmoins, qu'est-ce qu'on observe? C'est que généralement, et à nouveau, ça à prendre avec des pincettes. Généralement, s'il y a un télétravail un peu plus important en termes de fréquence, ce qu'on va voir, c'est que c'est plus nécessairement le temps de travail qui va être important, ça va pas être la présence en ligne qui va être importante, ça va être les résultats, ce qu'on a fait finalement à la fin d'une journée, à la fin d'un mois, à la fin d'un semestre. Et donc, c'est ce qui va faciliter le développement, le déploiement de ce qu'on appelle le management par objectif. Jusque-là, il n'y a rien de neuf. Si vous avez des équipes où chacun a ses objectifs, où chacun contribue à ses objectifs, que vous pouvez monitorer tout ça, que les gens vous disent tout va bien, est-ce que vous avez besoin de cohésion? On peut pousser le bouchon jusque-là. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de la coordination finalement, pas de la cohésion? Et si tout le monde est orienté vers ses objectifs, on aura la productivité. Sur la productivité, on peut se dire il y a cohésion. À court terme, ça fonctionne, c'est très mécanique. C'est ça le problème. C'est cette vision un peu mécanique et court-termiste. On sait que c'est pas aussi mécanique que ça, les relations humaines. On sait que le court terme, ça peut fonctionner, mais il faut regarder un peu plus loin. Ce qu'on va voir, c'est qu'à long terme, on peut avoir, et à nouveau, il y en a qui vont très bien s'en sortir, c'est là toute la difficulté, mais ce que les études ont montré, c'est qu'on va avoir des gens davantage isolés des autres, déconnectés des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus en contact avec les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus se coordonner avec leurs collègues, mais ça veut dire que la nature des relations sociales va évoluer. Ce que l'on voit, c'est qu'on va avoir des relations qui sont moins dans le relationnel et davantage dans le transactionnel. C'est un mot beaucoup qu'on entend dans d'autres contextes aujourd'hui. C'est quoi concrètement? C'est passer de « salut, ça va, t'as passé un bon week-end » à un petit chat, dis-moi où je peux trouver tel fichier, merci. Vous arriverez dans les deux cas à la même chose, mais on n'est pas sur le même type de relation. Et le fait de se sentir davantage déconnecté peut mener à des phénomènes, et ça on l'a montré dans certains travaux, d'exclusion sociale, on se sent un peu déconnecté du groupe, de perte de sens, perte du sens du travail, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire son travail, mais en fait plus savoir à quoi ça sert parce qu'on est déconnecté d'enjeux plus globaux. C'est là aussi qu'on va trouver le gros risque d'individualisation, bien évidemment, chacun ses résultats, mais d'invisibilisation, puisque finalement, votre contribution se voit comment? Par la couleur de la petite boule de votre plateforme de communication interne et par des tableaux Excel, des tableaux de reporting. Et donc là, il y a un risque. Et soyons clairs, ce n'est pas à 2 coups de team building par an, même si c'est un début, qu'on va récupérer ça. Et donc, tout ça peut amener à une perte du sentiment d'appartenance, qui peut amener de la frustration, du stress, du burn-out. Et donc, là où on a crié très fort à la sortie du Covid, vive le travail hybride, c'est du win-win. À court terme, yes. À long terme, ça peut être du lose-lose, finalement. C'est peut-être aussi… Je t'en prie. Oui, juste pour terminer. Donc là, il faut être prudent par rapport à ça. Et attention, en disant ça, il faut être conscient que la situation que j'explique est complètement fausse pour certaines personnes pour lesquelles ça fonctionne très bien et qui vont vous dire « moi, je n'ai pas besoin de fonctionner de cette manière-là ». Et ça, c'est toute la difficulté. Et donc, juste pour terminer, puis je vous repasse la parole, Céline, par rapport à cette question du retour au travail, en disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut massivement faire rentrer les gens au bureau. Ce n'est pas le message, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. On serait complètement à contre-courant. Une entreprise qui aujourd'hui va à fond dans cette direction-là, elle va se mettre complètement en porte-à-faux par rapport au marché et la pseudo-guerre des talents, ou en tout cas l'attractivité, pour le dire en d'autres termes, elle va en prendre un coup. Donc là, ce serait pas, je dirais, correct du point de vue des attentes du marché. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est repenser quelles sont les questions de communauté de travail qu'on a un peu perdues
C'est quoi une entreprise, hein? Je commençais par ça en introduction. C'est quoi une entreprise? C'est aussi une communauté de travail. C'est des gens qui ont une identité au travail, individuelle et collective. Qui suis-je par rapport à mes tâches, par rapport à mon métier? Moi, je suis fier d'être membre du département IT, d'être à la RH, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis fier d'être dans telle équipe. Moi, je suis fier d'être juriste. Moi, je suis fier d'appartenir à telle organisation. Il faut pouvoir travailler aussi sur ces questions-là. Et où ça se fait tout ça? Dans des espaces physiques et collectifs. Ça ne se fait pas à coup de Teams. Et c'est ça que les travaux de recherche montrent, c'est que ce rapport aux autres, ce lien à l'organisation, se construit dans des collectifs. Et plus encore, puisqu'on parle de la question du sens au travail, des récentes études ont montré que pendant longtemps, on pensait que le sens au travail, c'est le sens que moi, en tant qu'individu, je donne à mon travail. Il y a de ça, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus que ça. Le sens au travail se construit en rapport et en coordination avec les autres, dans des contextes collectifs. Et donc, tout ça plaide pour finalement repenser la présence. Et qu'est-ce qu'on fait dans des situations de présence? Alors, je disais un peu sur le ton de la rigolade, le team building, etc. Mais c'est un début, mais il ne peut pas y avoir que ça, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais la présence, c'est là que beaucoup d'enjeux vont se jouer. Et donc, pour les dirigeants d'entreprise, pour les managers, c'est tout l'enjeu de réfléchir autour de quoi faire de cette présence, parce que le sens va s'y construire, l'identité professionnelle va s'y construire, et dès lors, les questions de cohésion, hein, si c'est un élément important, vont aussi s'y construire. Voilà, j'ai terminé. Top, non. Mais oui, mais en effet, par rapport à toutes ces questions-là, on parlait justement des attentes des employeurs, que tout ça devait se construire en présentiel, avec, par exemple, des questionnaires, en tout cas, interroger son personnel, etc., pour finalement pouvoir bien savoir ce qu'il faut mettre en place pour améliorer le sentiment de bien-être au travail et surtout la productivité aussi. Mais on le sait, la Wallonie, c'est une terre de PME, de petites structures. Tout ça prend énormément de temps. La plupart des dirigeants sont souvent multicasquettes et donc elles ont souvent du mal à prendre le temps nécessaire pour implémenter des nouvelles manières justement de travailler plus efficaces, au lieu de dire voilà, c'est 2 jours télétravail et pas forcément travailler sur comment on organise le télétravail. Est-ce qu'il existe des benchmarks? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des canevas tout faits ou pas? C'est une autre bonne question qui n'est pas évidente, mais je vais tenter d'amener quelques éléments. Déjà, en commençant par dire que je suis assez inquiet en fait pour les PME par rapport à cette question-là. Pourquoi? Parce que ce qui fait, alors il y a PME et PME, hein, vous allez me dire entre 15 et 250, on ne parle pas nécessairement de la même chose, mais ce qu'on voit souvent, c'est que quand on étudie la GRH dans les PME, on voit que ça fonctionne beaucoup à l'informel. Ça fonctionne beaucoup à la réactivité. Ça fonctionne beaucoup à l'instantanéité. Une partie de cela peut être rapatriée, bien évidemment, dans des espaces virtuels, dans des chats, dans des outils en ligne. Il y a plein de choses formidables. Mais l'aspect relationnel, ce qui fait que souvent on dit la PME, c'est une grande famille. Hein. On dit plus là que dans de grandes entreprises souvent, ou alors à l'échelon d'une équipe. J'ai peur que ça se perde un petit peu. Et pourtant, j'ai aussi le sentiment que quand on parle d'attente, et je vois des étudiants tous les jours qui vont en stage et qui reviennent de ces stages et qui me disent « j'étais dans une PME, c'était formidable, j'ai rencontré les gens, j'ai eu le sentiment de faire partie de quelque chose. Moi, demain, j'ai envie d'aller bosser dans une PME, j'ai pas envie d'être dans une grosse boîte. » Là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Donc ça, c'est un premier élément. En particulier pour les PME, mais c'est une inquiétude que j'ai et j'imagine que certains patrons, patronnes la partagent. Sur la question de ce qu'il faut faire, c'est toujours compliqué parce que effectivement, on manque de temps
dans beaucoup d'organisations, mais c'est vrai pour la grosse entreprise aussi, hein. Et donc, la tendance, le risque, c'est de regarder ce qui est fait ailleurs, de s'inspirer, hein. On est dans le monde de l'inspiration aujourd'hui. Si une présentation n'est pas inspirante, c'est pas une bonne présentation d'ailleurs. Et donc, ce qui montre bien que on ne prend plus le temps soi-même d'y réfléchir. On espère que ça vienne d'ailleurs. Mais comment se démarquer dans un marché hyper concurrentiel si finalement on utilise le benchmark pour faire la même chose que les autres? C'est ce qu'on appelle en économie des phénomènes d'isomorphisme, hein, de mimétisme institutionnel. Il y a une pratique qui est là quelque part, telle grosse boîte va mettre en place un new ways of working, c'est génial, c'est formidable, 2, 3 autres vont s'y mettre, on ne sait pas pourquoi, comment, mais tel concurrent l'a fait, donc il faut le faire, ou sinon on n'attirera plus nos talents, et tout le monde fonce, et finalement 3 ans plus tard, tout le monde le fait. Que finalement, on a gagné en termes d'avantages concurrentiels. Donc, prudence par rapport au benchmarking. Je pense que la vraie force des PME, c'est justement cette capacité de mettre les gens dans des conditions qui sont les leurs, où il y a besoin de beaucoup d'adaptabilité, de réactivité. Ils sont dans les conditions idéales pour innover, pour proposer des solutions qui sont propres à leur entreprise. Mais je vous rejoins, et là, j'ai pas la clé, c'est la question du temps. C'est la question du temps. Parce que ça prend du temps, cela. Et ça, c'est vrai. Maintenant, je pense que ça parlera à certains patrons et patronnes de petites entreprises. On peut se dire que c'est un coût, le temps. On peut se dire que c'est un investissement. Je vous ai parlé tout à l'heure du court et du moyen terme, du long terme même. Quand on parle de perte de sens, de guerre des talents, etc., est-ce que ça ne vaut pas le coup de peut-être réfléchir un peu à ça maintenant? Peut-être de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller se renseigner, qu'il ne faut pas aller s'inspirer. C'est pas ça le message. Mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux rapatrier dans mon contexte. Et la difficulté, c'est que par faute de temps, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un risque de faire du copier-coller qui matche mal, qui fonctionne mal dans des contextes bien spécifiques. Et d'autant plus quand on va chercher des modèles de grandes entreprises qu'on essaie de rapatrier au modèle de la PME. Donc là, il y a une question de prudence. Et pour revenir à cette question du télétravail et de la cohésion, je pense qu'effectivement, je ne sais pas s'il faut parler de cohésion, parce que cohésion, c'est un peu cette idée que tout est harmonisé, tout le monde va dans le même sens, etc. Ça a peut-être effectivement plus de sens en PME que dans d'autres structures, mais c'est un peu faux ou un peu lissé de se dire que y a de la cohésion. Tout le monde vient avec sa vision du monde, ses intérêts, ses compétences, etc. Et donc, il faut plutôt harmoniser finalement et capitaliser sur cette diversité de personnes plutôt que d'essayer d'arriver à un tout homogène qui amènerait de la cohésion. C'est ça le travail. C'est des moments où on se confronte, où on échange, sans parler de se disputer, hein, mais on confronte des idées dans une optique de contribuer à l'entreprise. Et là, la PME a un vrai levier pour cela. C'est un vrai levier d'innovation. Mais cette innovation, je reprends l'exemple du début, hein, rappelez-vous de Yahoo, c'est où qu'on la voit, dans quelles conditions? C'est aussi dans du présentiel et dans des collectifs. Et donc, il faut prendre le temps, parce que c'est pas facile pour les PME, mais ma réflexion, plus que mon conseil, ce serait de se dire qu'est-ce qui est urgent maintenant et comment on peut prendre le temps de penser non pas seulement le court terme, mais aussi le long terme pour le bien, finalement, de mon organisation et sa pérennité. Vous parliez justement de copier-coller et ça me fait un peu penser aussi à tout ce qui est méthodologie agile. Aujourd'hui, l'agilité, on en met partout. C'est quelque chose, voilà, c'est un peu un buzzword, hein, comme l'IA, mais on y viendra aussi plus tard. Mais donc, justement, est-ce que, même peut-être dans le case de Yahoo, est-ce qu'à un moment donné, ce côté agile, ça n'a pas non plus induit un peu en erreur les managers de se dire, OK, l'agilité, ça amène de l'autonomie, de la responsabilisation. Et donc, finalement, il n'y a peut-être plus besoin de coordination, plus besoin de management. Et donc, tout le monde peut travailler de là où il souhaite. Est-ce que c'est pas forcément une erreur? Et alors, justement, ce copier-coller, parce que l'agilité nous vient du coup plus du monde de l'IT. Aujourd'hui, on veut mettre de l'agilité partout. J'écoutais encore un podcast ce matin à ce sujet-là. Est-ce que finalement, c'est pas nécessaire de mettre de l'agilité partout? Alors,
Elle est intéressante la question, parce que vous avez commencé à me demander si c'était une erreur, et puis finalement, vous me demandez s'il faut en mettre partout. Donc, c'est pas mal. Alors, je ne me positionnerai pas sur le fait que c'est une erreur ou non, c'est un constat que l'on fait, et je ne vous dirai pas s'il faut en mettre partout ou non, parce que je pense que vous avez compris mon point de vue qui est chaque contexte a ses spécificités, il faut répondre à ces spécificités-là. Je vous rejoins totalement sur la question du buzzword. Hein. Le monde de l'organisation, le monde des RH aussi également, est extrêmement sensible et poreux sur les questions de buzzword. Hein. Aujourd'hui, de parler de télétravail, c'est même un peu has-been. Parler de travail hybride, c'est tout de suite plus sexy. Parler de flexibilité, tout de suite on se dit, oh là là, flexibilité, on va avoir les syndicats sur le dos. Parlons d'agilité, ça fait plus management, ça fait plus organisationnel, mais concrètement, on parle des mêmes choses. Il ne faut pas se leurrer. On change les termes et puis on a plus ou moins les mêmes choses derrière. Alors, qu'est-ce qu'a amené cette flexibilité, cette agilité? Eh bien, elle s'est imposée d'abord aux managers. Donc, ça, il faut en prendre conscience, c'est que s'il y a eu des décisions d'organisation, et là, je me concentre moins sur la PME, je parle de manière générale, s'il y a eu une volonté d'aller vers plus d'agilité, la vocation première, c'était d'être beaucoup plus que l'organisation soit beaucoup plus adaptable aux fluctuations du marché. Par effet miroir, pour qu'une entreprise soit adaptable, il faut que ses travailleurs soient adaptables. Là, l'équation, elle est assez simple à résoudre. Et ça s'est imposé aux managers. Ça s'est imposé aux managers qui ont dû, en fait, accepter de voir la flexibilité apparaître dans leurs équipes. De différentes manières, hein, flexibilité du temps, flexibilité des espaces de travail. Progressivement, c'est puisqu'on ne peut plus contrôler, ou alors puisque ça n'a plus de sens de contrôler le temps et le lieu de travail, on va contrôler les résultats. Et donc, du coup, les personnes doivent être autonomes. Il y a une injonction à l'autonomie, hein, ce qui est assez intéressant là derrière. Et progressivement, on a dépossédé le manager de certains de ses attributs. Alors, bonne ou mauvaise chose, chacun aura son avis là-dessus, mais ça a été un choc pour les managers. Hein, les managers qui avaient un statut, un rôle, qui était connu, reconnu dans l'entreprise. Certains avaient des diplômes qui leur permettaient d'accéder à ça, d'autres une expérience, une ancienneté qui les avait amenés à ça. Puis du jour au lendemain, on leur dit, tu dois laisser faire les gens. Tu dois être dans le servant leadership. Tu dois te mettre à leur disposition. C'est plus toi le chef. Hein, mais tu dois quand même les contrôler. Mais attention, tu dois faire attention à leur bien-être. Oui, mais attention, conciliation du privé professionnel. Est-ce que les chiffres sont bons? Et donc, on voit qu'il y a plein d'informations qui font qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise au sens large, et là, on a travaillé avec des collègues sur ces questions-là ces dernières années, on est particulièrement inquiet pour les managers de proximité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable désaffection du métier. Or, quand on parle, on revient sur ces questions de sens, de présence, de collectif, etc., la première ligne, c'est le manager de proximité. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à penser pour pas seulement équiper, parce que je pense que beaucoup sont suffisamment équipés, alors d'autres ont peut-être besoin d'un peu de formation, mais pour repenser, il fait quoi un manager de proximité? Est-ce que c'est du management de tableau de bord et de tableau de reporting des individus? Est-ce que c'est de la gestion individuelle du bien-être? Est-ce que c'est de la gestion de collectif? Ça fait quoi dans votre entreprise, un manager de proximité? Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont vraiment dans le dur pour beaucoup d'entre eux, et on le voit dans d'autres pays, ici d'une autre manière, mais les gens ne veulent plus devenir manager. Ils ne veulent plus. C'est très compliqué. Alors là, je parle plutôt de la grosse structure. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour la PME, mais peut s'attendre à ce que finalement, ce soit quelque chose qui vive là aussi d'une certaine manière. Donc, l'agilité, elle est là. On nous l'a vendue et on en a tiré les bons côtés aussi. Hein. Plus d'autonomie, plus de responsabilisation, je peux mieux organiser mon temps privé, mon temps professionnel. Hein, si je prends maintenant le côté plus travailleur, mais je suis autonome, je suis responsable. Et donc, s'il se passe quelque chose, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de qui? De mon manager. Et donc là, ça pose aussi la question de l'employabilité. Et quelles sont les conditions aujourd'hui qui vont faire qu'on pourra être employable dans le temps? Et donc, ça pose la question de la responsabilité par rapport au travail. Ça pose la question aussi dans ce monde de l'adaptation,
de comment je me mets toujours à jour au niveau de mes compétences pour toujours bien faire mon travail. Alors, probablement, le manager peut proposer des choses, l'organisation propose des choses, mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Donc, à cette agilité qui est supposée répondre au dessein de au dessein de l'organisation, ben, on voit que d'une part, il y a du bon, hein, bien sûr, mais ça pose des questions pour le management de proximité, ça pose des questions pour le travailleur. Et si je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, si toutes les entreprises sont agiles aujourd'hui pour répondre à un marché changeant, ben, en fait, on permet au marché d'être changeant et tout le monde va tenter de s'y adapter plus ou moins de la même manière. Donc, à nouveau, quid de l'avantage concurrentiel. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'agilité, elle est là. Il faut faire avec. Je pense que, par contre, il faut réfléchir aux implications que ça a et comment on peut être dans un monde agile responsable, ou en tout cas qui va prendre en considération les implications de cette agilité à tous les niveaux, organisationnel, managérial et humain. Ok. Tout à l'heure, vous parliez du manque de temps des PME. Et donc, beaucoup se tournent vers l'IA, donc, comme on disait tout à l'heure, donc vers l'intelligence artificielle. Est-ce que l'implantation de l'IA dans le quotidien des PME change quelque chose à ce niveau-là? Alors, il y a IA et il y a IA. Il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ChatGPT? Est-ce qu'on parle de Copilot? Est-ce que l'on parle d'une application basée sur des algorithmes qui a été déployée spécifiquement pour votre organisation pour, imaginons, en termes de gestion des ressources humaines, permettre de faire un matching entre des descriptions de postes, des besoins en effectifs, des trajets de formation pour permettre à des personnes d'avoir des trajets de mobilité interne. On ne parle pas des mêmes choses. Donc là, je pense que ça dépend vraiment de quel type d'IA dont on parle. Je n'ai pas encore personnellement travaillé sur les questions d'IA dans les PME. Il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement émergent. Et comme toute chose émergente, eh bien, il faut le temps que les universitaires prennent le temps d'étudier ce qui est en train de se passer pour pouvoir eh bien, amener une réflexion par rapport à ça. Et donc, premier message peut-être que j'ai envie de donner, c'est prudence par rapport à tous ces messages qu'on peut entendre. À nouveau, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a les euphoriques d'un côté, les alarmistes de l'autre. Tout est toujours dans la nuance. Et prudence aussi par rapport aux messages que l'on a tous les jours. Hein. Il suffit d'ouvrir n'importe quel réseau social qui va vous faire comprendre que l'IA est incontournable. Hein. Vous utilisez n'importe quel rapport d'une bonne société commerciale, quelle qu'elle soit au niveau mondial ou même local, elle va vous prédire qu'à 10 ans, à 15 ans, les besoins en compétences seront ceci, seront cela. C'est formidable. Enfin, je ne sais pas quelle boule de cristal ils ont, mais je suis vraiment intéressé pour savoir quel sera ce futur-là du travail. Parce que très concrètement, ce futur-là, il n'existe pas. L'IA en tant que tel, comme n'importe quel outil, le smartphone, etc., il ne fait rien de mal. C'est ce qu'on en fait qui va déterminer. Mais ce n'est pas déterminé d'avance, hein, c'est ce qu'on appelle le non-déterminisme technologique. Hein. Ce n'est pas déterminé d'avance, c'est les usages que l'on en fait. Sauf que, comme pour le télétravail à l'époque, on voit la même chose avec l'IA aujourd'hui, c'est celui qui va crier le plus fort et qui va tirer la couverture le plus de son côté, qui va vous dire « Attention, on va dans telle direction, donc c'est là qu'il faut investir, ça tombe bien, c'est là que je vous propose des solutions en plus, c'est formidable, hein, c'est bien pensé. » Et donc, ça nous amène à aller dans une direction. Et donc, attention à ce que l'on fait, recul critique par rapport aux messages qu'on nous envoie. Je voyais encore hier sur Facebook une annonce, un petit encart publicitaire, toute bonne PME aujourd'hui ne peut pas se passer de l'IA. Bah si, enfin, elle peut. Je pense qu'elle peut. Je pense qu'elle peut encore aujourd'hui. Mais en même temps, nous, on vous envoie le message que c'est un incontournable. Hein. Alors bien sûr, je vous ai dit, c'est un encart publicitaire. Derrière, il y avait l'offre de formation qui allait avec. Donc, il faut voilà, un peu de réflexivité par rapport à ça. Maintenant, pour tenter de répondre à ça, qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'IA dans le monde des organisations aujourd'hui? C'est que il y a, on va commencer par les côtés assez positifs. Hein. Ça peut,
je suis prudent, à chaque fois je vais utiliser ça peut améliorer le processus de décision, et notamment au niveau organisationnel et notamment au niveau managérial. Je vais développer dans un instant. Ça peut améliorer l'efficacité, la productivité, vous en parliez tout à l'heure, des employés. Ça peut également améliorer la santé, le bien-être au travail. Donc, il y a plein d'arguments aujourd'hui qui nous laissent penser qu'il y a du bon à aller chercher dans ces IA pour le monde de l'organisation, je parle. Il y a plein d'autres applications en médecine, etc., mais là, c'est un peu hors champ. Alors, si on prend la première dimension par rapport à ce qui est le processus de décision, ce que l'on voit, et là, on l'a vu dans des études par rapport à des pratiques de gestion des ressources humaines, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aider les managers et les départements RH à prendre toute une série de décisions plus éclairées, supposées plus objectives en termes, par exemple, de recrutement. On va gagner beaucoup de temps dans le screening des CV, on peut mettre en place des applications qui vont faciliter le suivi candidat. Je vous parlais tout à l'heure un peu de la gestion des carrières, la mobilité interne. On peut imaginer d'adosser à ça des outils en termes pour capter un peu le taux de fidélisation, d'engagement des personnes. Et donc, si on voit qu'il y a quelque chose qui va mal, proposer un coaching, tout ça peut se faire de manière automatisée. Il y a plein de choses qui existent déjà maintenant. Par contre, et c'est toujours ça, je vous disais, il faut être dans la nuance, ce que l'on voit, c'est que ces systèmes d'IA, vous le savez, fonctionnent sur de l'algorithme. Cet algorithme, il n'existe pas a priori. Il se développe, il s'autodéveloppe à un moment, d'accord? Mais il y a quelqu'un, il y a une personne humaine qui l'a mis en place ce premier algorithme. Et donc, on fait la supposition qu'on prend des décisions objectives à partir d'un algorithme qui a été mis en place par un humain qui est éminemment subjectif. Donc, il y a quelque chose qui, in fine, ne va pas fonctionner. Vous l'avez compris. C'est quoi? C'est des biais. C'est des biais qui sont récurrents dans nos sociétés, qui font partie finalement du monde des organisations qu'on voit déjà par ailleurs. Et si on prend l'exemple du recrutement, eh bien, on va voir que ça peut amener à des biais de discrimination, où des femmes de couleur, vont être proportionnellement moins recrutées que d'autres via des systèmes d'IA. Ça permet, c'est peut-être un peu plus dangereux ça, il y a une étude en Angleterre qui a montré ça, ça permet via certains systèmes de voir quels sont les employés qui sont pro-syndicats dans votre organisation. Ça peut poser aussi des questions. Pro-syndicat, bientôt, on va pouvoir aussi savoir pour quel parti politique vous avez voté, quelle est votre orientation sexuelle, etc. Mais ça va biaiser les décisions là derrière. Donc, amélioration des décisions, oui, dans certains cas, ça peut aider, mais attention, quand ça touche aux humains, il y a naturellement des questions de biais qui vont être là derrière. Premier élément. Deuxième élément, je vous ai dit, ça peut améliorer la productivité, ça peut améliorer l'efficacité, ça c'est certain. On le voit, on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps si on sait l'utiliser. Il y a un coût d'entrée, donc il ne faut pas le minimiser non plus. Et on a vu des entreprises qui ont mis en place, qui ont développé des chatbots, qui ont mis un temps dingue à développer ces chatbots internes, je parle, et qui finalement ont abandonné pour refaire ce qu'ils faisaient avant parce que ça ne fonctionnait pas. Donc attention aussi au coût que ça peut avoir. Il y a toujours un risque par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que si on se dit que ça va nous faire gagner du temps, que pour une série de tâches répétitives, on ne sera plus en charge de ça, c'est pas mal. Néanmoins, en développant l'IA dans une certaine mesure, pas en utilisant juste ChatGPT au quotidien, mais si vous utilisez de manière beaucoup plus centrale l'IA dans votre organisation, vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle un management algorithmique. C'est-à-dire que, et c'est déjà le cas maintenant, chaque action que vous allez faire sur un ordinateur, sur un smartphone, tout est enregistré. C'est ce qu'on appelle votre empreinte numérique. Eh bien, votre empreinte numérique va permettre de suivre beaucoup de choses, les temps de connexion, quel fichier vous avez ouvert à quelle heure, quel type de modification vous avez fait, combien de clients à quelle heure, etc. Il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir émerger de ça. Et ce que la littérature scientifique montre, c'est que en fait, ça amène ce qu'on appelle une nouvelle forme de contrôle rationnel. C'est un contrôle supplémentaire qui va venir se mettre sur les utilisateurs. Et on nourrit, même sans le savoir, on nourrit constamment les bases de données en utilisant notre PC tous les jours. Là où il y a en tout cas des systèmes d'IA. Eh bien ça,
ce management algorithmique, le risque, c'est qu'il va continuer à renforcer des tendances dont on a déjà parlé, qui sont l'individualisation du travail, la désolidarisation dans les collectifs. Et ça touche à mon dernier point, à la question du bien-être au travail. Vous disiez, oui, ça peut effectivement améliorer le bien-être au travail, mais en fait, ce que ça va faire, ce management algorithmique, c'est que ça va créer, à nouveau, sous certaines conditions, ça va provoquer un environnement de travail qui va être beaucoup plus intensif, où il va y avoir davantage de pression à la performance. C'est déjà le cas maintenant, on le voit, je peux dire qui a clôturé, quel dossier à quelle heure, quelle est un peu la norme, et ça va ramener les personnes à se concentrer sur ces objectifs, et ça va, d'une certaine manière, aussi réduire un peu l'autonomie des personnes, puisqu'il va falloir faire ce que l'IA nous dit de faire aussi dans certains délais. Et donc, c'est un environnement de travail davantage compétitif qui risque d'amener des problèmes physiques, des problèmes mentaux. On parle de technostress, de techno-anxiété, de burn-out. Et donc, prudence par rapport à ça de nouveau. Alors, ce qui est compliqué avec l'IA, c'est un peu ce que Bernard Stiegler appelait le pharmacone. C'est que c'est à la fois le poison et c'est à la fois le remède. C'est que c'est ces mêmes systèmes d'IA qui vont vous permettre de détecter potentiellement des zones de risque en termes d'accidents du travail. On a des cas d'entreprises en France qui, par leur système d'IA, ont pu détecter que certains types d'accidents arrivaient à telles heures sur tel site et donc ont pu faire de la prévention par rapport à ça. Donc, ça peut amener beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus insidieux, c'est tous ces problèmes de technostress, de techno-anxiété qui vont arriver. Et juste pour terminer sur ce point, ce que l'on voit aussi, c'est que plus fondamentalement, ça repose la question de la relation humain-machine. On peut se dire à nouveau, moins de tâches répétitives, plus de créativité, c'est génial, on aura plus de satisfaction au travail. Pensez cependant que ces personnes qui aujourd'hui font des tâches dites répétitives, alors certains seront très contents de s'en débarrasser. Pour d'autres, ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles font ça. Du jour au lendemain, on leur dit « mais c'était pas utile, c'est pas pratique, c'était pas efficace ce que tu faisais. La machine va mieux le faire que toi. » C'est quoi le message qu'on lui envoie? Alors ça, c'est un exemple extrême, mais il y a plein d'autres choses où on va obliger les gens à être des créatifs. Tout le monde n'est pas créatif non plus. Il y en a qui ont besoin d'un truc structuré, où ils voient les étapes, les tâches, etc. Et donc, en fait, on risque de déposséder les travailleurs, de déshumaniser un peu les travailleurs d'une certaine manière, et ça va ça va provoquer des menaces en termes d'identité professionnelle, je parlais d'identité tout à l'heure, d'identité au travail. Ça va potentiellement, ça pourrait, restons sur le conditionnel, ça peut mener aussi à des formes de déshumanisation de l'expertise, puisque l'IA peut le faire. Et c'est ce que un collègue à Paris appelle le taylorisme 2.0. Vous connaissez bien Taylor, on a tous l'image de Charlie Chaplin, les temps modernes, où finalement le travailleur n'a pas à penser, n'a pas à réfléchir, on a vraiment extrait de son cerveau ce qu'on avait besoin en termes de management scientifique du travail. Et bien là, l'IA va vous dire aussi quels sont vos horaires de travail, quelles sont les tâches à faire, de quelle manière les faire. Donc, bon, la créativité là-dedans, on pourra en discuter. Et donc, on va se retrouver un peu instrument d'une machine que l'on a aussi d'une certaine manière créée. Alors peut-être pas totalement, peut-être pas du tout dans certains cas, si on se cantonne juste à ChatGPT, mais si on va vers des systèmes d'IA très élaborés, il faut faire attention par rapport à ça et à l'image que ça renvoie. Pourquoi? Parce que, et là, juste pour prendre un peu de recul, on ne va pas philosopher longtemps, mais tout de même, prendre un peu de recul par rapport à ça, si on regarde un peu l'histoire de l'humain face à la machine, c'est deux catégories sociales, c'est deux manières de voir le monde. On est humain ou on est une machine. Et qui se sont historiquement construites l'une en concurrence de l'autre. On l'entend, quelqu'un qui va vous dire « Oh, je ne suis pas un robot, oh, arrête, tu m'ennuies, je ne suis pas une machine, je le ferai quand je peux. » Ce sont des catégories qui se sont construites en concurrence l'une de l'autre. Aujourd'hui, cette frontière, elle est beaucoup plus poreuse. Et donc, on est face à quelque chose de totalement nouveau qui nous questionne nous-mêmes sur ce que nous sommes, sur notre dépendance à autre chose qui n'est pas humain. Et ça, fondamentalement, c'est très challengeant. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure, on va un peu trop vite, ou il faut prendre le temps c'est nécessaire pour pouvoir absorber ça, pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, pour pouvoir, ne pas utiliser l'IA, mais réfléchir à ce dont on a besoin.
et comment l'IA peut être un outil et le reléguer à ce rang d'outil, et pas de remplacement. On n'a même pas parlé des jobs qui pourraient être détruits, etc. Mais pas de remplacement, et se dire comment ça peut être un outil au service d'eux. Et là, je pense que tout est l'enjeu. Donc, je pense qu'il ne faut ni tomber dans l'euphorie, ni dans l'alarmisme par rapport à l'IA, mais comme pour beaucoup de choses, juste prendre le temps de bien réfléchir et par rapport aux besoins d'une organisation, d'un service, d'un métier. Super. Je vois que le temps file aussi un petit peu et que pour permettre aussi peut-être aux personnes qui ont envie de poser leurs questions, justement de poser leurs questions. Pour conclure, on pourrait retenir trois recommandations. Par exemple, oui au travail hybride parce que sinon on va à contre-courant et c'est pas bon pour l'image de marque. Surtout prendre le temps finalement de réfléchir à notre propre culture d'entreprise pour réfléchir à comment on le met en place. Ne pas forcément regarder tout le temps ce que fait le voisin. Et du coup, pour gagner du temps, oui à l'IA, mais dans une certaine mesure. Je ne sais pas, Michel, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose encore. Prudence et réflexion. C'est juste ça. Par faute de temps, on est tenté, c'est des mécanismes de mimétisme social, hein. On est tenté de faire ce que l'autre fait parce que ça marche dans son contexte à lui ou à elle. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond aux besoins spécifiques de mon contexte? Si ces conditions sont réunies, allons-y. Super. Merci beaucoup. Oui, merci merci à vous deux aussi. Je vois que personne ne met de questions. On va attendre encore un petit peu. Oui. N'hésitez surtout pas. Oui, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet très intéressant. Ouais. S'il n'y a pas de questions, je pense que tu avais quelque chose à présenter. S'il n'y a pas de questions, moi c'est vrai que je pourrais encore poser plein de questions, mais bon, oui. Voilà, on va respecter le timing. Donc merci beaucoup en tout cas Michel pour votre regard justement sur cette thématique qui est plus qu'importante. Et donc de notre côté, Laura a expliqué Interphone. Interphone en fait est membre du cluster Infopôle et d'ailleurs Michel au travers de l'UNAMUR également. Donc Infopôle, nous sommes un réseau d'entreprises qui réunissons les acteurs du numérique pour favoriser justement l'innovation, les synergies, mais aussi vous permettre à vous en tant que PME Wallonne d'avoir accès à des experts numériques qui vont pouvoir vous accompagner dans votre transformation digitale. Et donc, hop, c'est comme ceci. Attends, je vous ai mis un petit QR. Si vous, ça fonctionne pas. Ah voilà. Pardon, je me suis trompée de. Ah non, pas du tout. C'est moi qui. Désolée Laura. Voilà. Les aléas du direct. Voilà. Et puis les outils. Hein. Mais donc, justement, si vous avez un projet en tête, si vous voulez rencontrer un expert pour réfléchir à tout ça, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve à l'instant sur votre écran. C'est un très court formulaire. On prendra contact avec vous dans les 15 jours pour justement vous mettre en relation avec le bon expert. Et alors, je profite aussi parce qu'on est à 2 semaines de l'événement annuel de l'Infopôle, le Summer Summit. Et d'ailleurs, Michel, je profite aussi de ce webinaire pour vous inviter à vous inscrire parce que donc c'est vraiment l'événement phare de l'Infopôle. C'est un événement qui vise à faire rayonner le numérique en dehors de ses frontières. Et cette année, c'est aussi un sujet qui va qui fait fort écho à toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. C'est tout ce qui est leadership transformationnel et justement comment favoriser l'innovation dans une PME. On aura la chance d'écouter Alexandre Gangji, qui est donc CEO du groupe Letton pour la Belgique, le Benelux, et l'Allemagne. Et alors aussi le co-créateur du business model Canva, Yves Pigneur, qui a aussi fait ses armes à l'UNAMUR, qui viendra donc justement présenter les bonnes pratiques, en tout cas les bonnes directives pour les PME wallonnes. Pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'elles évoluent dans le meilleur des mondes. Ah, on a une question, oui.
Oui, ça. Voilà. Alors, bonjour. Beaucoup de collaborateurs sont pro-télétravail car ils souhaiteraient le faire depuis l'étranger. De plus en plus de sociétés font de la publicité sur ce thème. Avez-vous des infos à ce sujet? Non, pas vraiment. C'est quelque chose dont on a parlé un peu en début, enfin, je veux dire, après la crise Covid. Peut-être que certaines entreprises vont jusque-là. Je sais qu'il y a des réseaux qui se sont développés au Portugal, en Italie, etc. Mais qu'il y a aussi beaucoup de boucliers qui se sont levés d'entreprises de dire non, le télétravail, c'est en Belgique, dans des espaces définis. Donc là, il faut voir au niveau juridique ce qui est prévu, ce que votre entreprise offre, ce qu'elle permet. Mais à nouveau, enfin, je ne pense pas que ce qui est important, c'est ce que les autres en font. C'est pas ça si ça se fait ou si ça se fait pas. C'est ce que votre entreprise est prête à le faire, sous quelles conditions, quels seraient les impacts pour votre organisation, pour votre travail. Voilà, si vous arrivez finalement à voir que ça ne met pas en péril la communauté, enfin, le collectif de travail, que ça ne va pas invisibiliser les travailleurs, que vous arrivez à trouver un modus operandi où ça peut finalement fonctionner en termes de coordination, d'implication dans le collectif, avec des moments de présentiel, que ça ne va pas créer des questions en termes d'inéquité. Enfin, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, oui, ce que l'on voit, c'est que c'est souvent les entreprises qui ont des sièges, des grosses structures qui ont des sièges un peu partout en Europe ou à travers le monde, qui, via, permettent alors d'organiser le travail d'une autre manière. Oui, mais si il y a quelqu'un qui dit légalement, ça ne semble pas possible, vous me confirmez, vous avez des informations différentes, mais vous l'avez dit. Ouais, mais il me semble que légalement, il y a quelque chose qui… Ouais. Et fiscalement aussi. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais là, je laisserai les experts répondre sur cette question-là, et ce n'est pas mon domaine. Il faut voir aussi au niveau des assurances. Nous, je sais, notamment chez nous, la question s'est posée du remote, voilà, mais c'est parfois aussi par rapport au trajet, les accidents de travail, on n'est pas vraiment dans un endroit qui est… voilà, donc effectivement, il y a des questions à creuser, à mon avis, plus légales, juridiques. Oui. Voilà, je pense Super. que s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire. En tout cas, un tout grand merci à vous deux. Merci Michel pour toutes ces informations intéressantes et on vous écouterait pendant des heures en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, merci pour l'organisation et pour l'invitation. Oui. À bientôt. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Voilà tout le monde.